Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Guillaume Comagnac, directeur associé de Tracteur et derrière le micro pour ce podcast. Vous retrouvez ici des sessions d'échange avec des entrepreneurs et aussi avec des experts métiers sur des sujets qui concernent les startups. Aujourd'hui, je reçois Manon Lousteau, la cofondatrice de la société Libu, une startup proposant des solutions innovantes en matière d'éclairage d'entreprise. Ces nouveaux dispositifs qu'ils proposent, basés sur de nombreuses recherches scientifiques et académiques, permettent d'améliorer le bien-être au travail et par exemple de réduire le stress. Manon a lancé son entreprise avec son associé alors qu'ils étaient encore étudiants. Elle nous raconte les difficultés, mais aussi les avantages quand on a cette posture hybride d'étudiant entrepreneur. Enfin, on parle plus précisément du développement de sa startup avec plusieurs partages et retours d'expérience. Merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouvelles personnes. Je vous souhaite une bonne écoute en notre compagnie. Bonjour Manon. Bonjour Guillaume. Heureux de t'accueillir sur le podcast. Merci de répondre à l'invitation. Je suis ravi de t'avoir parce qu'aujourd'hui on va parler de deux sujets que je voulais aborder sur ce podcast. C'est premièrement l'entrepreneuriat étudiant, ou en tout cas démarrer sa start-up, son entreprise avec aussi une casquette d'étudiant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes sur ce sujet. Et puis, deuxièmement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lié à ce que tu fais avec ton entreprise, Libu. Tu vas nous raconter tout ça. C'est la qualité de vie et le bien-être au travail. Donc voilà, c'est deux grandes thématiques au programme du jour, j'ai envie de dire. Mais avant toute chose, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens. Merci déjà de m'accueillir ici. Donc je suis Manon Lousteau, fondatrice de Libu. J'ai suivi un parcours assez classique, un bac scientifique, des classes préparatoires aux grandes écoles et puis une école d'ingénieur. Et pendant mon école d'ingénieur, j'ai commencé à travailler sur un projet entrepreneurial qui finalement est devenu une vraie entreprise par la suite, Libu. Ok. Et ça, bâtir ton entreprise, c'est venu, on va dire, parce que les études l'ont permis, ou alors c'est quelque chose qui, au fond de toi, tu t'étais dit, un jour, j'aurai ma propre entreprise. Je sais pas, est-ce que tu as eu des rôles modèles aussi dans ton entourage qui ont fait que c'était une avenue possible pour toi? Alors, j'avais pas de rôle modèle dans mon entourage, donc c'est plutôt une surprise pour mon entourage. Donc non, ça vient pas vraiment de là. Effectivement, pendant mes études, j'ai eu l'occasion de participer à une filière entrepreneuriale, donc qui m'a permis d'entreprendre en parallèle de mes cours. Après, je pense que c'est quelque chose quand même qui serait arrivé à un moment ou à un autre de ma vie, parce que j'ai toujours été impliquée dans beaucoup de projets, que ce soit associatifs, entrepreneuriaux. Là, Libu, c'est mon second projet entrepreneurial, donc oui, je pense que c'est quelque chose qui serait arrivé de toute façon. Ok, ok. Ben, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment très chouette d'ailleurs, que ce soit dans les écoles privées ou universités, etc. Il y a de plus en plus de mise en pratique avec des cas où on dépasse la simple devoir, j'ai envie de dire, classique, et il y a vraiment de la mise en pratique. Mais par contre, c'est vrai que entre le projet qui est restreint pour l'école et le fait de se lancer et de dire maintenant je dépasse les murs de l'école et je me lance, il y a quand même une grosse étape. Je pense que c'est presque de l'état d'esprit, quoi. Comment toi tu te souviens, ça a switché? Comment tu t'es dit on va aller plus loin? Alors, c'est une combinaison de plein d'éléments, je pense. Au début déjà, donc on avait décidé de travailler sur un milieu qui est l'éclairage de manière générale, parce que mon associé et moi, on était à ce moment-là dans une école spécialisée dans l'optique, donc tout ce qui a un rapport avec la lumière, c'est une thématique qui nous parlait, l'éclairage. Bon, on savait pas spécialement quoi, et pendant nos études, on est beaucoup allé au contact du marché. On a fait plus de 300 interviews de personnes dans différents secteurs, le secteur de la santé, le secteur de l'entreprise. Et on est arrivé sur cette problématique de l'éclairage des lieux de travail et le fait que la lumière, c'est une grosse influence sur le bien-être et la santé. Et vu que nous, on était ingénieurs opticiens, on avait forcément les compétences techniques pour répondre à ce problème. Et on a commencé petit à petit à développer ce projet. Et puis, lors de notre dernière année d'études, s'est posé la question, est-ce que derrière, ça devient une réelle entreprise ou est-ce que c'est juste un projet étudiant? Ok. Et ça, c'était vraiment, on va dire, un moment un petit peu charnière. Et à ce moment-là, on s'est dit, pour que ça devienne une vraie entreprise, il va falloir qu'on soit entouré. On va pas pouvoir continuer tout seul, et notamment sur les aspects scientifiques, parce qu'on n'est pas médecin et on a quand même des liens avec tout ce qui a trait à la biologie dans notre projet.
Donc on avait besoin un petit peu de références sur cette thématique. Puis le déclic, je pense, c'est qu'on voulait travailler avec un chercheur dans le milieu de la chronobiologie. On n'arrivait pas à en trouver. Enfin, en tout cas, on n'arrivait pas à en contacter. On avait quelques noms en tête. Puis un jour, avec mon associé, on a vu qu'il y avait un congrès à Marseille, donc un petit peu loin de Bordeaux, qui était sur la chronobiologie et où tous les chercheurs se réunissaient. On finissait nos études dans quelques mois et on a pris 2 billets d'avion, on est parti à Marseille et on a pris des places pour le congrès et on a essayé de rencontrer des chercheurs là-bas. Et à ce moment-là, on a trouvé quelqu'un qui nous a fait confiance et qui continue encore à nous suivre aujourd'hui. Et ça a été un gros déclencheur pour nous de se dire, bah voilà, maintenant on a une caution scientifique qui est plus uniquement nous, jeunes étudiants avec nos compétences en optique. Et on a des gens qui nous font confiance et qui sont prêts à suivre le projet. Et à ces moments-là, on a débloqué plusieurs verrous qui nous ont permis par la suite de continuer l'aventure. Génial. C'est vrai que là, tu dis on et avec mon associé, c'est un projet que vous portez vraiment en binôme. En tout cas, moi, à chaque fois que je vous ai vu, vous êtes vous êtes ensemble, vous faites vraiment la paire avec Tinou Seguin, on peut dire son prénom. Donc vous vous rencontrez sur les bancs de l'école et t'as le souvenir de comment ça se passe? Est-ce que du coup vous faites partie du même projet de cours? Comment l'idée vient en fait? Est-ce qu'il y en a un qui porte peut-être au départ un peu plus l'idée, ou alors c'est au gré d'échanges et de soirées à discuter ensemble que ça se matérialise? Alors en fait, c'est une longue histoire. Avec Tino, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école et en fait, c'est pas le premier projet Libu qu'on porte ensemble. On a Ok, été impliqués déjà au point de vue associatif ensemble. On a travaillé ensemble dans une association. Par la suite, on a monté un premier projet entrepreneurial et on faisait tous les deux partie de l'équipe qui portait ce projet. Donc, c'était au sein de nos études également. Et puis, et ben, du coup, vu que ça se passait bien, on a eu cette volonté de continuer à travailler ensemble. Et les choses se sont faites assez naturellement finalement. Au fur et à mesure de nos études, on a eu parfois des personnes qui rejoignaient l'équipe, d'autres qui partaient. Et puis, nous, on était un petit peu, on va dire, le noyau dur quand même du projet à chaque fois. Et du coup, pour nous, c'était assez normal de continuer ainsi parce qu'on était vraiment complémentaires. On se comprend. C'est super important quand même pour des associés. Et on a surtout la même capacité de travail, la même volonté d'aller de l'avant. Et ça, c'est super quand on porte un projet à deux. top. Ouais, mais c'est vrai que le choix de son ou ses associés, ça reste très important. C'est quelque chose dont on a parlé plusieurs fois dans ce podcast-là et au final qui peut vraiment faire la différence sur un projet ou un autre. Parce que quand il y en a un qui est un peu moins disponible ou voilà pour plein de raisons un poil moins d'énergie, il y a l'autre qui peut aussi prendre le relais. Et puis en fait aussi le fait d'être à deux, trois fait que on peut faire ping-pong et faire avancer les sujets, mais ça n'empêche pas, hein, c'est ce que je dis, hein, ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui tout seuls réussissent très bien et portent des projets vraiment géniaux et s'entourent d'une autre façon. J'aimerais qu'on continue. Après, bien sûr, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec ce que fait l'IBU et voilà, et tu nous expliqueras vraiment en détail. Là, on a fait un petit teasing tous les deux, et moi dans mon intro et toi avec le fait que vous êtes partis sur ce congrès à Marseille. Mais pour continuer sur ce sujet d'étudiants entrepreneurs, le fait de concilier études et projets, comment on fait en fait? Parce que c'est vrai que il y a un peu cette balance de dire je suis quand même engagé dans des études longues, j'ai pas envie de tout jeter en l'air et il faut quand même que j'assure mon diplôme. Et de l'autre côté, on se dit ce projet-là, j'y crois, il y a vraiment quelque chose et il faut que j'y mette de l'énergie. Donc qu'est-ce qu'on sacrifie, j'ai envie de dire presque pour y arriver. Ben, effectivement, comme tu dis, il y a toujours un enjeu qui est le diplôme quand même. Ça, c'est super important. Et nous, c'est quelque chose qu'on s'est dit dès le début. C'est faut pas perdre de vue qu'on est ici pour avoir un diplôme et que notre diplôme, c'est aussi une sécurité si cette aventure ne marche pas. Mhm. Donc, il faut pas tout abandonner pour lancer ce projet. Alors, c'était notre point de vue, hein, c'est pas le point de vue de tout le monde, et il y en a qui ça réussit très bien. Des Mark Zuckerberg, par exemple. C'est ça. Nous, on avait vraiment cette volonté de dire, il faut quand même qu'on valide notre diplôme, c'est important. Donc, on a essayé d'avoir un petit équilibre. Alors, on a quand même un avantage quand on est étudiant, c'est qu'on a pas mal de temps libre. Mhm. Et ce temps libre, nous, on l'a beaucoup mis à profit pour avancer sur le projet. Et puis petit à petit, le projet a pris un petit peu plus d'ampleur. On a commencé à avoir des partenaires, des gens qui nous suivaient. Et là, l'école a été assez conciliante aussi, dans le sens où ils nous ont laissé un petit peu plus de marge de manœuvre. Donc, on a pu, typiquement, quand il a fallu aller à Marseille,
On a pu sécher 2 jours de cours, sans que ça se remarque trop. Voilà, on a trouvé des petits accords, pour certaines choses, sachant que, de notre côté comme du leur, il y avait des efforts. Donc eux faisaient des efforts parce que, nous on faisait des efforts, on validait nos matières, on passait nos examens et ça se passait plus ou moins bien. Donc voilà, c'est vraiment un équilibre à trouver. Mais c'est vrai qu'à un moment, la passion pour le projet prend un petit peu le dessus et il faut, en tout cas à mon sens, il faut savoir rester raisonnable et se dire, voilà, là, il y a les partiels dans 2 semaines, il faut se poser et réviser et c'est important et c'est ce qu'il faut faire à l'instant T. Top. Ouais, non, mais c'est un super enseignement déjà, et c'est vrai que ben, en plus, quand tu as l'école qui suit, et puis je trouve qu'aujourd'hui les écoles vont vraiment beaucoup dans ce sens-là, donc c'est chouette. Mais il faut faire des efforts, comme tu dis. Il faut pas montrer qu'on s'intéresse plus aux études, au contraire. Et donc c'est intéressant ce que tu dis, et ça me rappelle un post LinkedIn que tu as fait qui m'a beaucoup marqué, et qui a beaucoup fait réagir d'ailleurs. T'avais mis l'entrepreneuriat étudiant, c'est de la poudre aux yeux, donc ça c'était vraiment pour faire réagir. Et ensuite t'avais mis aussi bien des choses qui sont un peu limitantes, comme le fait que parfois on a moins d'expérience, donc on est moins pris au sérieux, et à la fois aussi des choses qui sont bénéfiques en fait, et les grandes possibilités qu'offre l'entrepreneuriat étudiant. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur peut-être toi à la fois les barrières que tu as rencontrées, et à l'inverse tous les avantages en fait que ça comporte. Là, on a entendu le temps libre, en effet, Mmh. mais dis-nous en plus. Complètement, effectivement, quand tu es étudiant, déjà, tu as du temps, donc c'est vraiment pour moi l'élément clé parce qu'en un sens, on dit toujours: «Le temps, c'est de l'argent» et là, c'est vrai. Donc c'est vraiment un moment où on peut vraiment mettre à profit ce temps et on n'a pas forcément l'opportunité de le faire à un autre moment de sa vie. Enfin, en tout cas, c'est parfois plus limité. Donc pour moi, ça reste une bonne période, pour entreprendre et puis, pour valider des hypothèses. Donc l'idée, en tout cas nous, ce qu'on avait fait, c'est on avait fait une checklist et on a dit: si à la fin de nos études, on a rempli la checklist, ça veut dire qu'on peut continuer» et on avait un certain nombre de critères, trouver des partenaires scientifiques, trouver des partenaires industriels, trouver des premiers bêta-testeurs qui seraient prêts à utiliser notre solution, trouver un moyen de financer nos premiers prototypes et nos premières expérimentations. Donc ça, c'est passé par plein de choses qu'on a mis en œuvre, participer à des concours, aller chercher, des partenaires industriels et cetera. Ça, c'est une des choses, pour moi qui était vraiment essentielle, c'est de se dire: «Ce temps, on va le mettre à profit pour valider des hypothèses et pour pouvoir continuer plus sereinement que si on se lançait, comme ça sans garde-fou». Donc pour moi, c'est une bonne période, cette période étudiante pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais bien sûr, ça comporte aussi des difficultés. La première, c'est qu'on est jeune et que généralement, on n'a pas vraiment d'expérience, du monde professionnel. Moi, mon expérience du monde professionnel, c'était un stage de 4 mois, voilà. Donc forcément, c'est très bref et c'est assez limitant. Ça peut être un inconvénient, mais plutôt, du point de vue des autres, selon moi. En tout cas, pour moi, ça l'a jamais été. Mais, c'est vrai que le regard que les autres portent sur toi à ce moment-là, parfois c'est un inconvénient parce qu'on pense, forcément que, parce que tu es étudiante, tu es moins sérieux, parce que tu es étudiante, tu es beaucoup plus immature. Mais bon, le fait de se lancer dans une entreprise ou dans l'entrepreneuriat de manière générale, ça fait énormément grandir aussi donc voilà. T'as un petit parce que j'imagine que tu y as eu droit en fait, hein, des gens qui te font une petite remarque ou une petite phrase comme ça entre deux, qui disent ah mais vous êtes quand même super jeune, ou alors voilà, enfin des des phrases, des réflexions, tu vois, comme quoi vous êtes trop jeune. Tu réponds quoi à ça? Est-ce qu'il faut pas perdre de temps à répondre à ces gens-là, ou alors t'as un petit tips ou une petite astuce à nous donner si on est face à des phrases pareilles? Alors, il faut savoir que ça peut être perçu négativement comme positivement finalement. Ok. C'est pas forcément toujours un inconvénient. Il y a des gens qui voient, un peu de fraîcheur et ça leur fait du bien. Donc c'est pas forcément, une mauvaise chose, mais c'est vrai que notamment quand on entreprend, on a besoin par exemple, d'aller chercher des financements. Et là, ça se complique un petit peu quand on est plus jeune, parce qu'on n'a pas l'expérience, on a juste un diplôme qui peut, valider, certains aspects, hein. Nous, de notre côté, c'était les aspects techniques, mais tout le reste, c'était beaucoup plus compliqué. Donc nous, ce qu'on a trouvé comme solution, c'est de s'entourer. On a créé autour de nous, un comité stratégique, des gens qui nous accompagnent, bénévolement et qui sont spécialistes, de certains domaines d'activité. Donc on a un chercheur en chronobiologie,
On a une personne qui est spécialiste du marketing des produits électriques. On a une personne spécialiste de l'industrialisation. On a un chef d'entreprise. Donc en fait, on a essayé de s'entourer de personnes qui sont spécialistes dans un domaine et qui étaient prêtes à nous accompagner bénévolement, à nous donner leurs conseils et à nous aider dans notre aventure. Et finalement, ces gens-là, ils sont très contents déjà de faire partie de l'aventure. Ça leur coûte un petit peu de temps et puis c'est tout. Donc, faut vraiment pas hésiter à aller chercher de l'aide autour. Et pour nous, outre les conseils qu'ils nous donnent, qui sont forcément une énorme plus-value pour le projet, ça nous a aussi permis d'avoir un peu plus de crédibilité, notamment auprès de financeurs. Top, ouais, ça c'est un super apprentissage en fait, de se dire ça coûte rien de se constituer un comité aviseur, voilà, de gens qui bénévolement vont vous donner quelques heures de temps en temps, et c'est quelque chose que vous pouvez ajouter sur une slide en fin de présentation pour permettre de rassurer voilà des potentiels investisseurs ou partenaires. Donc super apprentissage. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit là durant ta dernière intervention. À un moment donné, tu disais on a fait aussi beaucoup de concours. Ça apporte quoi le fait de se mettre dans cette position, d'aller défendre son idée, parce que vous en avez fait une bonne poignée avec plutôt du succès d'ailleurs. Félicitations pour ça. J'imagine que c'est ce qui permet aussi de construire votre pitch, de construire votre posture d'entrepreneur, parce que et ça, c'est presque une deuxième question. Tu l'as dit, tu es à l'Institut d'optique, vous avez cet aspect très technique, mais tous les aspects de monter une entreprise, de gérer une boîte, et l'aspect start-up, vraiment, c'est quelque chose que vous apprenez pas à l'école. Donc, où est-ce que vous êtes allé chercher cette connaissance? Alors oui, c'est vrai que, déjà oui, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Alors nous, on a eu la chance quand même de faire une filière entrepreneuriale qui nous a permis d'avoir quelques éléments. Par la suite, directement, on a cherché à être accompagnés. Donc on a été accompagnés par Unitech, dès notre sortie d'études pour poursuivre le projet. À ce moment-là, nous, on a pris toutes les opportunités qui se présentaient, notamment ils avaient des parcours de formation. Donc on a suivi tous les parcours de formation, on y était toutes les semaines. C'était très bien parce qu'au final, ça faisait un peu une transition entre la période étudiante et la période de chef d'entreprise, et ça nous permettait de compléter nos connaissances sur plein d'aspects. Donc faut vraiment pas se fermer de porte à ce moment-là, faut prendre toutes les aides possibles et imaginables. Donc ces connaissances-là, on est allé les chercher via des formations, via d'autres choses. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec mon associé, on fait des métiers qui sont très différents. Lui est resté sur les aspects techniques, mais aussi industriels, ce qu'on n'apprend pas non plus à l'école. Et moi, je suis passée sur les aspects administratifs et commerciaux, donc rien à voir a priori avec ma formation initiale. Et ça s'est fait au fur et à mesure, via de la formation, via également beaucoup d'apprentissage sur le terrain. Donc voilà, on a mis les mains dans le cambouis et puis on a appris au fur et à mesure, toujours en s'entourant de personnes plus expérimentées. Ça, pour nous, c'était essentiel. Et c'est comme ça qu'on a petit à petit monté les marches et atteint la posture qu'on a aujourd'hui. Et ce que tu disais tout à l'heure sur les concours, c'est une des marches qui nous a permis d'en arriver là. C'est-à-dire que ces concours, outre la visibilité que ça nous a apporté sur le moment, ce qui est pas négligeable, ça nous a aussi ouvert quelques portes, et notamment des concours d'étudiants entrepreneurs, donc spécifiques à cette situation, qui était organisé par Pépite France. Donc on a notamment remporté un prix au Pépite France Challenge, donc avec Bouygues Immobilier. Ce qui fait que depuis, on est en relation avec le groupe Bouygues Immobilier, ce qui est pas rien. Quand tu as 23 ans, te retrouver à la direction innovation du groupe Bouygues Immobilier, ça surprend un petit peu. Mais ça te met directement dans le bain. Tu es obligé de prendre une posture d'entrepreneur. Et cette posture, elle a évolué très rapidement. Chez nous, on a vraiment vu en 6 mois une évolution faramineuse, où on est vraiment passé d'un contexte étudiant à un contexte professionnel. Et petit à petit, on apprend encore. Aujourd'hui, on apprend plus sur la posture managériale. Voilà. Donc, c'est un apprentissage sans fin. Excellent. Ouais, mais c'est vrai. Enfin, moi, pour vous avoir rencontré aussi lors d'un concours de pitch, et ensuite j'ai continué de suivre votre évolution. C'est vrai que j'ai l'impression que vous gravissez les marches un peu 4 à 4, et c'est chouette de voir ça, et félicitations d'ailleurs pour tout ça. Et malgré tout, ça reste encore, j'ai l'impression, mais c'est tous les entrepreneurs disent ça reste encore que le début, dans le sens où il y a encore tout le temps des nouveaux défis à relever.
Ben, merci déjà pour tout ce partage sur cette posture étudiant entrepreneur. Je pense que voilà les étudiants potentiels qui nous écouteront, je pense que c'est vraiment riche. Parlons maintenant de l'IBU parce que c'est là quand même c'est ce qui anime maintenant ton quotidien et depuis plusieurs mois, années maintenant. Raconte-nous ce que fait l'IBU, c'est quoi sa proposition, votre proposition de valeur, la solution que vous apportez, et peut-être aussi, même si c'est une question qu'on doit vous poser souvent, et c'est pourquoi l'IBU déjà? Alors pourquoi l'IBU déjà? Parce que l'IBU, c'est un acronyme pour light bulb, qui veut dire ampoule. Et parce qu'on trouvait ça mignon. Voilà. On trouvait ça sympa et ça passe bien auprès des clients et ça passe bien également à l'étranger. Donc, c'est une des choses qui nous a orientés vers ce choix. Qu'est-ce qu'on fait chez Libu? On est spécialiste de l'éclairage bien-être et santé pour les espaces de travail. Parce qu'il faut savoir qu'on passe 80% de notre temps enfermé, donc près de 8 heures au travail. Ça représente une grosse partie de notre journée éveillée. Et pourtant, le principal synchroniseur de notre horloge biologique, donc tout ce qui rythme nos phases d'activité, nos phases de sommeil, les sécrétions d'hormones dans notre corps, donc beaucoup de choses en lien avec notre santé. Cette horloge biologique, elle est principalement synchronisée par la lumière et à plus forte raison la lumière naturelle. Et forcément, dans les espaces de travail, on est plutôt éclairé par des lumières artificielles qui dérèglent cette horloge. Ça engendre du stress, de la fatigue, des erreurs, des arrêts maladie. Donc l'idée de l'IBU, c'était de dire déjà que l'éclairage professionnel, c'est un enjeu de santé publique qui est totalement méconnu et d'apporter une solution à ce problème. Et cette solution, c'est un luminaire qui est basse consommation et qui va favoriser la régulation de l'horloge biologique, donc un produit qui s'inscrit dans une démarche de qualité de vie au travail. Ok, merci pour ce pitch. C'est vrai que moi, ça me fait toujours, enfin voilà, c'est toujours comme la première fois que je vous ai entendu. Ça a été un peu genre la révélation. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi ça n'existe pas depuis déjà des années en fait? Parce que c'est vrai qu'on passe voilà un bon tiers de notre vie au travail et l'ensemble de notre journée, donc le jour vraiment, on le passe pour beaucoup dans les milieux tertiaires, les commerces, etc. Ben à l'intérieur et donc avec de la lumière artificielle comme tu disais. Et c'est fou que on n'ait pas encore travaillé sur ces sujets-là. Donc je trouve que vous abordez une thématique et un sujet qui est passionnant. Comment tu vois toi l'avenir et c'est à travers cette question-là, c'est un peu la vision long terme de l'IBU parce que aujourd'hui tu vas peut-être nous partager sur quel a été le démarrage, c'est-à-dire que vous avez Mhm. démarré déjà avec des dalles lumineuses. Tu vas peut-être nous expliquer ça. Mais à l'avenir, est-ce que ça va être d'autres types de luminaires, tu vois, des ampoules, j'en sais rien en fait. Raconte-nous. Alors oui, donc notre vision déjà, c'est de devenir une entreprise référente dans l'éclairage bien-être et santé en France, parce que aujourd'hui c'est une thématique qui est toute nouvelle et sur laquelle nous on s'est vraiment positionné en spécialiste. Donc, on a notamment mené des études sur le sujet qui ont permis de montrer qu'avec notre système d'éclairage, on avait jusqu'à un quart de stress ressenti en moins chez les collaborateurs. Donc, des données qui sont loin d'être anodines. On a vraiment envie d'avoir cette posture d'expert dans ce segment qui est vraiment une niche finalement. L'éclairage bien-être et santé, c'est aujourd'hui quelque chose qui est très méconnu. Donc voilà, aujourd'hui, c'est notre positionnement. On adresse principalement des entreprises et des administrations, donc plutôt entreprises tertiaires qui travaillent en bureau. Donc des personnes qui sont sédentaires, qui passent la journée sur écran ou des salles de réunion qui sont en second jour ou aveugles, donc sans fenêtre, donc des espaces qui ont vraiment besoin d'un système tel que le nôtre. L'idée à terme, c'est de pouvoir se positionner sur les entreprises qui travaillent en tout type d'horaire, parce qu'il y a également des grosses problématiques sur les gens qui travaillent en horaire décalé, en travail de nuit, en travail posté, 3-8, 2-8, tous ces types d'horaires-là, où là, les enjeux de santé, ils sont énormément plus graves. On parle d'accidents, de troubles cardiovasculaires, d'obésité, de cancer. Ça, c'est des choses qui ont été avérées assez récemment, en fait. Ok. Faut savoir que la chronobiologie, c'est une science qui a une trentaine d'années, donc finalement, c'est une science assez récente. Et on continue tous les jours d'en apprendre plus et de découvrir de nouvelles choses. Et plus ça va, plus on se rend compte que à un moment, la lumière, il va bien falloir se pencher sur cette problématique. Donc là, notre ambition, c'est déjà de développer notre premier segment de marché, qui est les entreprises et les administrations, et par la suite de développer des produits à destination de l'industrie. Donc ça passera bien entendu par une gamme de produits. Aujourd'hui, on a des dalles LED donc, qui s'asservent dans les faux plafonds parce que notre idée, c'était aussi de pouvoir remplacer l'existant
Donc de remplacer tous les racks à tubes, les fameux néons qu'on trouve un petit peu partout encore dans les bureaux. Et puis petit à petit de développer une gamme de produits pour avoir un petit peu plus de formats disponibles. Génial. C'est vrai que aborder ce sujet-là tel que tu le dis, avec des études aussi récentes, au final, voilà, une trentaine d'années, c'est rien. Ça montre qu'on est vraiment aux prémices de potentiellement un vrai changement au niveau de l'industrie. La question un peu que je me pose tout de suite, hein, et tu vas me dire c'est quelque chose que souvent on doit aussi vous poser, c'est que est-ce que l'impact il est si énorme que ça, tu vois, je fais exprès de grossir le trait, mais est-ce que ça coûte beaucoup plus cher d'implémenter ce type de produit-là? Et puis concrètement, comment ça se passe en fait? C'est-à-dire que moi, j'ai déjà mon entreprise, mon usine, etc. Je suis déjà tout équipé, installé et remplacé toutes les dalles. S'il faut que j'arrête l'usine complètement une semaine, la perte de productivité, elle est énorme. Alors ok, peut-être qu'à très long terme, mes employés, mes salariés, ils seront en meilleure santé, plus productifs, etc. Mais j'imagine qu'il y a des arbitrages comme ça où vous devez vous retrouver face à des situations où il faut quand même bien argumenter les choses parce qu'il y a encore une méconnaissance du sujet. Bien sûr, complètement. Effectivement, alors c'est un investissement de remplacer l'éclairage, que ce soit avec notre système ou non. C'est forcément un investissement parce que c'est quelque chose d'assez coûteux, qui, selon la durée de vie des produits, peut s'amortir quand même. Nous, on est sur une durée de vie de 5 à 10 ans, donc ça s'amortit, dans le temps. Mais, sur un instant T, ça a quand même un impact, financier. Effectivement, les bénéfices, on a beaucoup de gens qui nous disent que, c'est un peu subjectif, quoi. On mesure le stress, mais le stress, c'est subjectif. On mesure la qualité du sommeil, mais la qualité du sommeil, c'est subjectif. Mais pas tant que ça, parce que dans les études qu'on a menées, on utilise certes des questionnaires, donc les gens s'auto-évaluent, mais on leur propose pas un curseur où ils disent je suis très stressé ou je suis pas très stressé. C'est vraiment un ensemble de questions selon des formulaires qui sont validés scientifiquement, qui sont utilisés dans des études, qui sont utilisés par des médecins et qui permettent d'obtenir des scores par thématique que nous, derrière, on analyse. Donc, il y a vraiment un fondement scientifique derrière. Les bénéfices, ils sont chiffrés. On a des améliorations sur la qualité du sommeil, sur l'humeur, une diminution de la somnolence, un quart de stress ressenti en moins chez les collaborateurs en moyenne, mais ils sont aussi vécus par les collaborateurs. Par exemple, lorsqu'on a mené nos toutes premières études, on est allé voir, à la fin de notre étude, on est allé voir les salariés pour débriefer avec eux l'expérimentation et pour leur présenter les résultats. Parce qu'ils s'étaient quand même soumis au jeu de questionnaire pendant 2 semaines, toutes les 2 semaines pendant 3 mois. Donc, c'était pas anodin dans leur, dans leur vie professionnelle. Donc, on est allé les remercier et puis échanger un petit peu avec eux sur ce qu'ils en avaient pensé. Et là, on a eu des retours qui, même nous ont surpris. On pensait pas que les gens se rendraient compte que ça avait vraiment un impact à ce point-là. On a des gens qui nous ont dit que avant, ils avaient des nuits entrecoupées. Maintenant, ils se réveillaient toujours aussitôt, mais ils avaient plus ces coupures dans la nuit, donc ils se sentaient beaucoup plus reposés. On a d'autres personnes qui nous ont dit qu'ils avaient plus trop le petit coup de barre après manger, donc des impacts sur la somnolence. Au niveau de l'humeur, c'est un critère qu'on évalue parce que c'est en lien avec la synchronisation de l'horloge biologique, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte soi-même. Par contre, on a des gens qui nous ont dit qu'ils trouvaient leurs collègues de meilleure humeur, donc ça, c'était marrant. Et puis après, on a eu beaucoup de commentaires sur des gens qui nous disaient ne plus avoir de migraine ophtalmique, donc de maux de tête le soir après la journée de travail. Voilà, donc on a eu des retours qui étaient très intéressants. Et puis une des entreprises dans laquelle on a expérimenté, on n'y a jamais été. C'est la médecine du travail qui a cadré toute l'expérimentation. Donc les salariés ne savaient pas du tout à quoi ils participaient. Et là, les retours étaient très intéressants parce que dans notre étude, on avait une temporalité toutes les 2 semaines. On faisait des questionnaires et puis il y a des périodes où on attendait des résultats et d'autres non. Pour éliminer les biais du fait qu'on avait changé l'éclairage, on avait fait des périodes où on avait un éclairage plus ou moins classique, en tout cas sans régulation. Et les salariés n'étaient pas censés s'en rendre compte visuellement. C'est tellement lent les changements qu'on ne le voit pas. Et les salariés nous ont dit, on s'est douté qu'il y avait quelque chose et une temporalité de 2 semaines parce qu'on se retrouvait à la machine à café et puis on se disait j'ai mal dormi cette nuit et tout le monde avait mal dormi alors que la semaine d'avant tout allait bien. Et au fur et à mesure de l'étude, ils se sont rendus compte qu'il devait y avoir une temporalité parce qu'ils ressentaient tous les mêmes effets au même moment et ils avaient tous ces petites gènes lorsqu'on n'avait pas de régulation de l'horloge biologique. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui nous a étonnés également.
C'était pas la lune, c'était pas un changement surnaturel, c'était vraiment vous qui expérimentiez. Mais c'est fou parce que ça nous ramène vraiment à ce qu'on est, c'est-à-dire des êtres vivants, et c'est-à-dire que c'est comme j'ai envie d'imaginer avec les plantes, quoi. Elles ont besoin de lumière et elles ont besoin de ça pour grandir. Et c'est vrai qu'en plus sur ce genre de sujet, la lumière, on le voit qu'il y a dans des pays où ils sont moins exposés à la lumière, eh ben il peut y avoir des soucis, soit avec des taux de suicide, des taux de dépression qui sont plus élevés. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. J'invite vraiment, parce que là tout ce dont on parle, c'est sûr que en audio, c'est peut-être un peu moins explicite, mais je mettrai de toute façon en note du podcast une vidéo de vraiment ce que fait Libu. Il y a vraiment, là encore, pour imager quelque chose qui est lié à ce qu'on a aujourd'hui sur nos ordinateurs et nos machines, nos téléphones portables, c'est-à-dire c'est arrivé à une certaine heure, la lumière bleue de nos écrans va devenir un peu plus orangée, tout ça pour qu'on soit un peu moins, enfin qu'on arrive un peu mieux à s'endormir. Alors je sais pas si ça a une grande efficacité. Je pense que en effet, l'environnement global avec de l'éclairage doit avoir un impact qui est beaucoup plus grand. Tu avais peut-être envie de rebondir sur le sujet. Oui, du coup, effectivement, comme tu disais, ça a vraiment un impact, la lumière sur la santé et nous, c'est vrai que c'est quelque chose que nos prospects, questionnent, souvent. Donc ce qu'on a fait nous dans notre business model, c'est qu'on a une partie d'offres, de découverte où on propose des packages avec un certain nombre de luminaires, comme ça les personnes peuvent installer un petit plateau de bureau, 3 4 bureaux, voilà. Et on inclut des outils de test pour qu'ils mesurent sur site, sur leurs collaborateurs, quels sont les bénéfices. Donc qu'ils aient des retours qualitatifs, mais aussi quantitatifs sur c'est quoi l'impact chez eux du changement d'éclairage et de l'utilisation de notre luminaire. Et avoir ces données factuelles, ça leur permet après de prendre des décisions pour des plus grands projets, savoir si on généralise cet éclairage ou si on le garde que sur certaines zones, savoir si sur le futur bâtiment qu'on va construire, on va prendre ce type de système ou non. Donc c'est vrai que on va dire que ça passe beaucoup par l'expérience finalement, et c'est quelque chose d'essentiel, en tout cas dans notre projet. Ok. Question, tu vas me dire, vu on fait de la variation de lumière et d'intensité, est-ce qu'il y a un impact aussi sur la consommation d'énergie en fait est-ce que sur la facture à la fin, je m'y retrouve aussi? Alors déjà si on remplace des systèmes, de tubes fluorescents, donc les fameux néons, oui, clairement. Il faut savoir qu'il y a 80% de l'éclairage des entreprises qui est obsolète et énergivore et qui devrait être remplacé. Donc on a quand même beaucoup de potentielles économies d'énergie encore à réaliser. En moyenne, avec notre système, on réalise 60% d'économies d'énergie. Ok. Donc c'est pas anodin. Et effectivement, sur la durée de vie du produit, ça commence à chiffrer un petit peu. Ouais, hyper intéressant. Donc au final, bon, il y a que des avantages en fait à, à prendre un éclairage chez les vues. Enfin, moi, je vois peu de barrières quoi. Et donc en fait là, et c'est là où je touche peut-être le principal défi auquel vous faites face, c'est le fait d'adresser une clientèle voilà B2B et qui est tout de suite peut-être plus compliquée en termes de process, de flux commerciaux. Voilà, tu nous dis qu'il faut passer des fois par des expérimentations. Ce choix-là, il a été fait comment? Parce que j'imagine qu'au tout début du projet, vous aviez mille et une pistes en fait, de dire on peut aussi très bien faire des lampes et de la domotique pour monsieur et madame tout le monde, mais à l'inverse, on aurait un plus grand impact et puis de façon industrielle, c'est peut-être plus facile à produire si on passe à l'échelle. C'était quoi vos réflexions sur ce sujet-là? Au tout début, on est vraiment allé au contact du marché. On a interviewé des personnes dans tout secteur. Donc, il y avait des particuliers, il y avait des entreprises, il y avait des personnes dans le domaine de la santé. C'était vraiment très, très large. Et en fait, on s'est rendu compte que déjà, il y avait une problématique sur l'éclairage des entreprises. Beaucoup de gens s'en plaignaient. Qu'en plus, on y passait une grande partie de notre journée. Donc, ça avait réellement un impact sur la durée. C'est pas un espace où on passe une demi-heure par jour. Donc, il y avait une problématique qui était présente. Et puis, en face de ça, c'était maintenant il y a 3 4 ans, les démarches qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui commençait à s'instaurer. On parlait de qualité de vie au travail, on parlait de bien-être au travail, on parlait d'environnement de travail. Et c'était vraiment les prémices de cette tendance. Donc, nous, on s'est dit à ce moment-là que c'est quelque chose qui allait prendre de plus en plus d'ampleur. Moi, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur en plus. Donc, on a vraiment décidé de s'inscrire dans cette tendance
du bien-être au travail et de la qualité de vie au travail et de valoriser le fait que l'éclairage, c'est pas juste pour s'éclairer et que ça pouvait être un outil, qui favorise la santé, la sécurité, le bien-être dans les espaces de travail. Complètement. Et puis le bien-être au travail, au-delà de tout, et encore plus, j'ai envie de dire, avec la période qu'on vient de vivre, avec aussi voilà des gens qui ont expérimenté le télétravail, c'est aujourd'hui une donnée qui est encore plus importante. Et au final, c'est même des aspects qui peuvent jouer sur le turnover, sur voilà des choses importantes pour les entreprises. Toi, tu dis ça me tenait particulièrement à cœur le bien-être au travail. Il y a une raison pour ça? Oui, bah, oui, complètement. Il y a, plus de 10 ans de ça, donc à un moment où on parlait pas trop, de bien-être au travail et cetera, mon papa a fait un burn-out. Donc moi, j'ai vécu ça de très près, à une époque où on n'en parlait pas. Donc forcément, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et je suis contente avec l'IBU, d'apporter ma pierre à l'édifice en quelque sorte. Alors effectivement, on va pas résoudre les problèmes de tout le monde, mais l'éclairage, c'est une des choses qui peut y contribuer. Donc voilà. Ok. Ouais, bah c'est vrai. C'est en fait c'est une somme de tout et c'est vrai que ça s'insère dans une démarche plus globale de bien-être au travail et voilà, vous êtes une des briques qui peut aider à cela. Hyper intéressant vraiment. Enfin, moi, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je crois beaucoup à ce projet, honnêtement. Donc, c'est pour ça que je suis ravi aussi de t'avoir et d'avoir ton témoignage. D'un point de vue entrepreneuriat, entreprise, est-ce que durant ce développement-là, il y a eu un apprentissage plus important que les autres, quelque chose que tu gardes vraiment comme qui a été un élément qui a changé votre vision, sur lequel tu as appris. Enfin bref, je fais une phrase beaucoup trop longue pour cette question. Oui, alors, faut savoir qu'aujourd'hui, moi, j'occupe un poste, plutôt orienté, commercial, Ouais. ce qui est loin d'être, ma formation, mais ce qui est aussi loin d'être ma nature initialement. Donc je me suis vraiment adaptée à ça et j'ai vraiment, changé de posture sur ces aspects-là. L'apprentissage principal que je retiens, c'est que l'accompagnement dont on a bénéficié à la fois via Unitech, mais aussi via toutes les personnes, qui nous ont accompagnés à un moment ou un autre du projet, bénévolement ou non, que ce soit des bénévoles, des prestataires, c'était vraiment essentiel et moi, j'en serais pas là aujourd'hui et mon associé, non plus, parce qu'on a vraiment développé des compétences, qui sont, très différentes de celles qu'on avait il y a même pas un an et ça s'est fait, d'une façon, extrêmement rapide parce qu'on n'avait pas vraiment d'autre choix. Donc cet entourage, je pense que c'est vraiment l'essentiel et c'est quelque chose si je devais recommencer une aventure entrepreneuriale un jour, c'est quelque chose que je mettrais en place dès le début. Ok, hyper intéressant. Si on se reparle dans un an, 2 ans, tu vois, pas sur du ultra long terme, mais du moyen terme, j'ai envie de dire, ça va être quoi les prochains défis de l'IBU, à la fois, j'imagine en termes de marché, mais d'un point de vue technique, est-ce que vous continuez la R&D en parallèle? Voilà, c'est quoi les grandes missions sur lesquelles vous allez vous atteler pour les mois à venir? Alors pour les mois à venir, déjà il y a le développement commercial de de notre, 1er produit. Donc là on est en phase de commercialisation depuis quelques mois seulement, de notre, solution pour les bureaux et pour les administrations. Donc ça, c'est forcément quelque chose qui va nous, prendre beaucoup de temps. On continue quand même à se projeter, dans l'avenir et notamment avec le projet à destination de l'industrie, qui est déjà plus ou moins sur les rails. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de pouvoir adresser des problématiques de santé publique et de pouvoir améliorer, le bien-être et la santé d'un maximum de personnes, via l'éclairage. Donc c'est voilà, c'est les prochains défis à venir, en termes de R&D et de commercial. Ok. La partie R&D, tout est internalisé, c'est-à-dire que vous faites des tests. Il y a vraiment le côté, j'ai envie de dire, presque artisanal de faire des protos, avec des diodes, j'en sais rien. Vous avez un peu votre garage à vous. Alors oui, on a eu un garage à nous pendant un moment. Maintenant, on a des locaux, donc on s'est fait un petit espace, prototypage, Ok. dédié. Donc oui, alors, la plupart, des choses sont internalisées. Après sur les études, on travaille avec des partenaires scientifiques, mais aussi avec des entreprises qui sont, nos «bêta-testeurs» entre guillemets. Alors on a eu des premières entreprises qui l'ont fait, pour, les bureaux, donc là, elles ont financé l'expérimentation, mis en place, nous ont mis, gracieusement à disposition, des salariés, qui étaient volontaires pour tester et se soumettre, à l'expérimentation. Ça va être à peu près le même modèle, pour la suite. Nous, on a vraiment cette volonté de démontrer
ce qu'on fait et de démontrer que ça marche et d'avoir, des données chiffrées derrière à l'appui. Donc d'avoir une approche un peu scientifique, du problème parce que c'est vrai qu'on est sur, quelque chose, tout le monde s'en rend compte que ça peut être une gêne, l'éclairage, mais dire pour autant que, ça peut être quelque chose qui va vraiment, favoriser la santé, diminuer le stress, améliorer le bien-être, c'est déjà un peu plus flou. Donc pour sortir un peu de cette zone grise, nous, apporter des données scientifiques, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et puis ça vient aussi de notre formation. On a tous les 2 fait une école, d'ingénieurs, l'Institut d'optique, qui est une école qui est assez orientée vers le milieu de la recherche, donc c'est, des choses qui restent. Ouais, et puis ça permet, in fine, de servir, j'imagine, le discours commercial, de faire de la pédagogie sur votre marché, dans votre secteur d'activité, et de vous baquer, entre guillemets, par les chiffres, de dire c'est pas juste une idée qui nous est passée par la tête, c'est vraiment prouvé scientifiquement avec des études qu'on mène. Et puis, sûr qu'on atteindra peut-être un niveau où un jour vous aurez peut-être moins besoin de faire d'études. Et le produit parlera de lui-même parce que les gens seront tout de suite convaincus et auront conscience des enjeux et des avantages que ça permet. On arrive tranquillement vers la fin de notre échange. On a déjà abordé beaucoup de choses au niveau personnel sur voilà les qualités, etc. Notamment en tant qu'étudiant entrepreneur. Malgré ça, est-ce que tu as quand même des routines, des rituels, des choses dans ta posture d'entrepreneur aujourd'hui qui font que tu es plus efficace, performante. Alors bien sûr, j'imagine que tu respectes la chronobiologie et que tu fais attention à tout ça. Est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus? Oui, oui, complètement. Alors, déjà, faut savoir que, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon, on le dit souvent, hein. Moi, je suis vraiment dans cette, vision-là aussi et puis, émotionnellement, c'est quand même des montagnes russes. Il y a un jour où ça va très bien et le lendemain, on peut être totalement au fond du trou parce qu'il y a plus rien qui va. Donc, il faut s'accrocher pour pour tenir, cette aventure entrepreneuriale. Moi, c'est vrai que j'ai pas forcément un équilibre de vie pro, vie perso qui est très équilibré, mais parce que j'en ressens pas le besoin, personnellement. Voilà, je suis encore jeune, j'ai pas d'enfant à charge, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose aujourd'hui qui m'importe, beaucoup. Donc cet équilibre, il est pas forcément tout le temps présent. Par contre, maintenant, je sais identifier les moments où j'ai besoin d'avoir un break, et je sais prendre ces moments, quand l'occasion se présente également. Je me dis toujours que c'est des montagnes russes, donc quand on arrive en haut, d'une d'une montée, derrière, il y aura la descente. Donc les moments qui sont un peu plus calmes, il faut aussi savoir les prendre pour souffler et pour se ressourcer parce que derrière, il y a probablement d'autres aventures qui vont arriver. Donc voilà, j'essaie d'avoir cet équilibre, de me dire: «Il faut que je sache prendre du temps pour moi quand je peux, mais aussi quand j'en ai besoin». Ça, c'est Ok. quelque chose, c'est un apprentissage qui s'est fait, sur la durée. Et puis, après au quotidien, moi, je mets des petites choses, en pratique. Typiquement, je me suis lancée dans la méditation, ce qui me permet de gérer un peu plus, mon stress, au quotidien et c'est des choses que je recommande de mettre en place, des petits rituels qui permettent de se ressourcer, même si c'est pas grand-chose, même si c'est 10 minutes, c'est toujours des choses positives. Top. Et d'un point de vue peut-être plus entreprise, j'ai eu récemment Benoît Maury de Wellib, il nous racontait que dans la culture d'entreprise, par exemple, eux, ils avaient fait un choix de passer un maximum de choses à l'écrit, et de pas Mmh. parler de travail oralement. Donc c'est un des aspects de leur entreprise. Est-ce que vous avez des spécificités, j'ai envie de dire, chez Libu, des façons de fonctionner, ça peut être à travers un outil ou pas, j'en sais rien, que tu pourrais nous partager? Alors on n'a pas nécessairement d'outils, on va dire formalisés. Moi, il y a 2 choses qui me viennent. La première, c'est que, déjà on a énoncé clairement, nos valeurs. Ok. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait, assez rapidement, parce que c'était vraiment important pour nous que, l'entreprise, elle soit cohérente, elle soit, conforme, à nos valeurs, et c'est des valeurs qu'on a énoncées assez rapidement et qu'on essaie vraiment, pas juste d'afficher au mur, mais d'incarner et de mettre au cœur de, chaque, élément de la vie de l'entreprise. Donc nos valeurs, c'est, la passion, la détermination, l'innovation et le partage. Donc typiquement, on a mis en place un parcours d'onboarding pour, les collaborateurs qui arrivent et ces valeurs-là, on les retrouve un petit peu, disséminées dans chaque élément, des formations et du parcours. Donc ça, c'est la première chose, qui me vient. La seconde chose, c'est qu'on
on a mis en place une organisation, de travail. Alors nous, il faut savoir que dans l'idéal, on essaye de rester en présentiel au maximum, même si la situation parfois exige de faire autrement. Mais on pense que c'est important, notamment parce qu'on a principalement des collaborateurs qui sont jeunes, alternants, stagiaires, qui ont besoin, un d'être encadrés et 2 dans une chambre étudiante, c'est pas forcément, facile de télétravailler. Donc on essaie de rester en présentiel, mais on a mis en place un système de flex office, parce qu'on a besoin d'être dans une dynamique, tout le temps. Et pour nous, ce flex office, c'est une façon de se mettre dans une situation, de sortir de sa zone de confort, de pas avoir son petit bureau avec sa petite plante et son petit cahier. Tous les jours, de changer, d'avoir une variété et du coup d'avoir un peu plus de dynamisme, dans l'équipe, dans les échanges. Ça permet de mixer aussi un petit peu les pôles, de pas dire les personnes de la tech travaillent entre personnes de la tech et les commerciaux travaillent entre commerciaux, donc d'avoir un petit peu plus d'échanges. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'on a mis en place chez nous. Donc concrètement, il n'y a pas de bureau attitré, c'est ça? C'est-à-dire que C'est ça. un jour je peux arriver et m'installer à tel poste et le lendemain à un autre, quoi. C'est ça, on a un peu tout type de postes. On a des postes, plutôt, en poste haut, on a des bureaux, on a un espace un peu plus, prototypage, technique, on a une table de réunion et chacun, se met où il veut, quand il veut. Ça brise la routine et puis ça oblige à chacun à bien ranger son bureau chaque soir. Oui, ça, c'est un autre avantage. Ok, top. Ah non, mais hyper intéressant le flex office. C'est vrai que c'est cool. Euh, Bah, à expérimenter. C'est la première à me le dire là sur le podcast. Et je pense que c'est intéressant. Euh, pour terminer, je voulais savoir si tu avais voilà une ressource. Ça peut être un site web, un livre. Peu importe que ce soit lié au sujet de l'entrepreneuriat ou pas, hein, mais quelque chose qui toi, voilà, t'a marqué, t'a aidé, que tu recommandes de temps en temps. Alors c'est vrai que moi, depuis que je me suis mise, dans l'entrepreneuriat, que j'entreprends et que je vis cette aventure, j'ai eu besoin de faire des petites périodes de break de temps en temps. À ce moment-là, moi, je me suis tournée plutôt vers la méditation et j'utilise, une application, qui est assez connue, qui s'appelle Petit Bambou. Peut-être qu'on t'en a déjà parlé et c'est quelque chose que je recommande parce que c'est vraiment assez pratique pour des entrepreneurs dans le sens où c'est rapide. On peut prendre 10 minutes et avoir une petite session de méditation. C'est guidé, donc il y a pas besoin d'y connaître grand-chose pour se lancer et puis, ça permet quand même, assez rapidement de faire une pause donc c'est quelque chose qu'on peut faire, dans la voiture avant un rendez-vous important et ça permet de se poser et d'arriver, préparé. Carrément, carrément, je recommande à fond. J'ai utilisé Petit Bambou, je pense, pendant quasiment 2 ans. Je l'utilise plus vraiment aujourd'hui, mais en fait, au fur et à mesure des méditations guidées, on comprend un petit peu les fameuses étapes de scan, etc. Et donc après, ça, c'est comme un peu en entraînement. On connaît un petit peu les techniques et juste faire un petit break à un moment donné, fermer les yeux, respirer, balayer un peu corporellement, voir si tout va bien. C'est vrai que c'est vraiment bien. Donc Petit Bambou à recommander à fond. Merci Manon. Merci beaucoup pour tout voilà ces partages, cette simplicité, cette transparence. Je souhaite vraiment le meilleur pour l'IBU là pour les prochains mois. Je mettrai bien sûr toutes les infos si les gens veulent te contacter. Donc j'ai déjà dit que tu étais active sur LinkedIn Oui. parce que tu fais des posts voilà sur ton quotidien d'entrepreneur. Tu partages des retours d'expérience. Donc les gens qui voudront te contacter, go LinkedIn. Peut-être que tu as un dernier mot à rajouter ou sinon, eh ben écoute, je vais te remercier. Ben merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. C'était un plaisir de partager, tout ça avec toi et puis, j'espère que ça aidera, notamment des futurs entrepreneurs, à passer le cap, et à se lancer. Si je devais garder un petit mot pour la fin, je dirais que quoi qu'il en soit, que ça marche ou ça marche pas, ça restera une super aventure. C'est vraiment ultra formateur, ça permet de grandir très, très vite. Donc, je ne peux que recommander, de se lancer. Top. Eh ben, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous écoutent chaque semaine. Merci pour vos commentaires. Je reçois des gens qui commentent parfois juste en message privé. Merci. Je lis, je réponds. Donc allez-y si vous avez envie de réagir à cet épisode aussi. Ceux qui ont des iPhones, ben, allez-y, laissez une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Désolé, je fais un peu ma promo Manon, mais j'en profite. Je le fais très rarement, mais au final, quand je le fais, ça fonctionne bien. Donc pour les personnes qui sont encore avec nous, allez-y. Merci encore Manon, et puis je te
te dit à bientôt. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent m'aider et aider le podcast à se développer. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Pour être sûr de ne pas le louper, le plus simple c'est de vous abonner avec votre application de podcast préférée. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.